Français.presse, Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France. Bonjour et merci de nous accorder cette interview. Bonjour, merci à vous. Une interview de candidature. Vous êtes sénateur Union centriste. On va d'abord, comme on le fait avec tous ces candidats, revenir sur la période 2020-2021, qui a été une période particulière pour les Français établis hors de France. Motif impérieux, passe sanitaire, les bugs sur les QR codes non reconnus également par l'application mobile, les tests de moins de 24 heures qui sont passés à moins de 72 heures, les personnes vaccinées mais non reconnues. Est-ce que les Français de l'étranger sont les grands oubliés de la crise sanitaire, monsieur le sénateur? Alors, pour commencer, vous m'interrogez sur mon regard. Mon regard est celui d'un sénateur entrepreneur pour qui parler n'est pas agir. J'ai eu à voter 13 fois l'état d'urgence durant mon mandat, tout d'abord pour raisons sécuritaires liées aux attentats terroristes. Je le termine avec un état d'urgence sanitaire latent. C'est une situation inédite qui commande l'humilité. Je cultive une approche pragmatique où les informations qui viennent du terrain sont fondamentales. Et je pense que le bon sens doit toujours prévaloir, pas le dogmatisme. Alors, pour répondre à votre question, les Français de l'étranger sont-ils les grands oubliés de la crise sanitaire? Le 25 mars 2020, 10 jours après le début de la crise sanitaire, j'ai déposé une proposition de loi relative à la solidarité en faveur des Français établis à l'étranger, considérant l'état d'urgence sanitaire mondial. Le premier article prévoyait l'extension aux Français établis hors de France du bénéfice du fonds d'urgence créé la veille pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Un mois plus tard, le 30 avril, Jean-Yves Le Drian annonçait le plan de soutien aux Français de l'étranger de 220 millions d'euros. Il concrétisait mon article numéro 1. Dans le projet de loi de finances numéro 3, Jean-Yves Le Drian a également pris en compte les familles en difficulté d'enfants étrangers scolarisés dans notre réseau. Lorsque le sénateur Robert Del Picchia, le premier, l'a alerté sur cette nécessité, il leur a affecté 50 autres millions sur le programme 185. Cette prise en compte de nos propositions par Jean-Yves Le Drian a été un motif de satisfaction. Mais faire la loi est une chose, contrôler l'action du gouvernement en est une autre, et c'est un attribut des parlementaires. En juillet 2020, seulement 2700 compatriotes avaient bénéficié du dispositif de secours d'urgence pour un montant cumulé de 390 000 euros. C'était moins de 1% de l'enveloppe. Lors de l'audition du ministre Jean-Yves Le Drian devant notre commission début juillet, j'ai obtenu une réunion des parlementaires des Français de l'étranger avec son cabinet et l'administration pour que les élus des Français de l'étranger soient associés au dispositif d'attribution de secours occasionnels, qui, à l'évidence, ne fonctionnait pas. Celui-ci a été repensé vers davantage de générosité publique et de flexibilité administrative au regard de nos compatriotes de l'étranger, qui ont perdu leurs revenus en raison de la crise sanitaire. Il reste des progrès à faire pour que les élus participent pleinement aux décisions. Alors dire que les Français de l'étranger sont les grands oubliés de la crise sanitaire serait sévère et injuste pour l'action du gouvernement en 2020. Par contre, dire que tout s'est bien passé pour eux serait erroné. Il y a eu également de nombreux couacs de la part du gouvernement, comme la volonté d'imposer des motifs impérieux ou l'obligation d'être testé négatif pour pouvoir rentrer en France. J'ai poursuivi mon action de contrôle de l'action du gouvernement sans relâche en 2021, sur la stratégie vaccinale à l'étranger, sur les tests et leur soi-disant gratuité, sur la liberté de déplacement. J'ai constaté que la coopération est devenue très difficile et l'absence d'information des parlementaires depuis le début de 2021. C'est donc uniquement grâce aux élus des Français de l'étranger, avec qui les échanges sont constants, que j'ai pu faire mon travail de contrôle. C'est eux qui ont mis en évidence les conséquences liées aux vaccins non reconnus par l'Agence du médicament européen, les difficultés liées à la reconnaissance des QR codes étrangers, les entraves à la liberté de mouvement. Un exemple concernant les tests soi-disant gratuits pour les Français de l'étranger, qui étaient en fait payants, comme je l'ai signalé au ministre Véran dans l'hémicycle en juillet dernier, en lisant des témoignages de compatriotes en direct. Cela m'a amené à poser une question écrite pour faire connaître une procédure de remboursement qui a été obtenue la semaine suivante. C'est également les élus des Français de l'étranger qui ont inspiré mon amendement pour la reconnaissance des vaccins chinois homologués par l'OMS et une action d'information sur le Spoutnik. J'ai été rejoint par Robert Del Picchia, Joël Garriaud-Mellam et Damien Régnard qui ont co-signé cet amendement. Lorsque le moment du vote est venu,
Face à l'hostilité du rapporteur Les Républicains et du ministre, ma liberté, mon indépendance m'ont permis de rassembler non seulement le groupe Union centriste, mais la gauche de l'hémicycle et quelques élus, les Républicains, qui sont allés voter contre leur groupe. Et j'en profite pour saluer le courage de Joël Garriaud-Mellam et Damien Régnard dans l'hémicycle, qui ne se sont pas pliés à la discipline de leur groupe et ont choisi de rester dans le camp des Français de l'étranger. Donc voilà, c'est une action collective que vous pouvez voir, et je ne pense pas que les Français de l'étranger ont été oubliés pendant 2020-2021, assurément pas par les parlementaires. L'autre tradition de cette série d'interviews des candidats à cette sénatoriale, c'est de revenir sur les élections consulaires qui amènent sur ces sénatoriales, puisqu'elles élisent les grands électeurs. Comment se sont-elles passées, ces consulaires, pour vous? Organisation, résultats, comment doivent-elles évoluer? Quelle est votre analyse de ce scrutin? Alors d'abord, elles se sont tenues dans un contexte inédit, mais ce qui est important, c'est qu'elles se sont tenues. On ne peut pas reporter indéfiniment les élections en démocratie. Grâce au vote par Internet, et là je veux rendre hommage à Robert Del Picchia, qui est à l'initiative du vote par Internet, elles se sont tenues. On peut considérer qu'elles sont perfectibles, mais l'important, c'est qu'elles ont eu lieu. Les imprécisions sur le régime de l'Assemblée des Français de l'étranger sont sidérantes. Annulées 4 jours avant leur début en mars 2020, on ne sait toujours pas si l'Assemblée des Français de l'étranger aura lieu à l'automne, ni pour réunir qui en est membre aujourd'hui, sont-ils légitimes pour y siéger? Enfin, ça donne une impression où ça n'est pas très sérieux, et actuellement, ça ne renforce pas l'image de cette Assemblée pourtant essentielle. Sur un autre plan, je constate que les dernières élections ont été très politisées, davantage que d'habitude. Je ne suis pas certain du retour sur investissement quant aux moyens déployés par les uns ou les autres. On voit bien que les meilleurs succès ont été ceux des élus investis auprès de leur communauté. Il n'y a pas de secret. Le travail, l'écoute sont reconnus par les électeurs. Thierry Consigny, avec les élus du Japon, qui a créé un site internet en français très exhaustif où sont reprises et traduites les informations locales japonaises pour répondre aux questions et aux besoins des Français du Japon en matière de vaccination. Beaucoup d'élus ont assuré la traduction des informations locales, comme Hélène de Grise. Il était indispensable pour nos compatriotes, par exemple aux Pays-Bas, d'avoir accès à une information fiable dans leur langue maternelle, notamment dans les pays dans lesquels les Français expatriés ne parlent pas la langue ou de manière insuffisante pour comprendre les directives gouvernementales. D'autres conseillers dans le monde avaient mis en place des fils d'information WhatsApp. Benoît Méran, conseiller en Roumanie, a organisé un vol spécial pour 160 étudiants en médecine qui voulaient rentrer en France pour passer des examens. Ceci avec le concours des associations d'étudiants, sans aucun soutien du consulat. Laurence Elaili a été plébiscitée en Irlande. Achat et distribution de masques et de gel hydroalcoolique à un moment où il était difficile de s'en procurer. Elle a fourni plus de 4000 masques, kits sanitaires distribués de maison en maison à nos compatriotes par des Français en Irlande, volontaires à son initiative dans tout le pays. Elle a récolté 20 000 € pour fournir des repas aux personnes atteintes par le Covid-19 au retour de l'hôpital pour le personnel de santé. Elle a balayé les étiquettes ASFE, PS et LREM. Elle a fait 3 sièges sur 4 en Irlande. Ce résultat, c'est son action indépendante. Cela se passe de commentaires et je pense que c'est la grande leçon de ces élections consulaires. Alors, vous le disiez, une élection très politisée. Il y a eu également un succès important pour les indépendants, comme chez vous à Londres, mais également une disparition de l'UDI, votre parti. Comment vous expliquez ce mouvement de ligne? Alors, aux législatives 2017, tous les députés sortants, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et LR, ont été balayés. Le seul qui a été réélu ne l'a pas été pour son étiquette, mais pour sa personnalité qui correspondait à ses électeurs. J'en veux pour preuve que vous n'avez pas dit dans votre question que seul l'UDI a survécu en 2017. Beaucoup d'élus des Français de l'étranger ont été sollicités pour porter une étiquette aux élections consulaires. Ils ont préféré se présenter en indépendant. Certains élus avec une étiquette en 2014 ont eux aussi préféré se présenter en indépendant en 2021. Ils ont voulu être jugés sur leur travail d'élus de terrain. À Londres, puisque vous le citez, la liste conduite par Nicolas Hatton a jugé important d'afficher son soutien explicite à mon nom dans sa campagne. C'est mon action indépendante de sénateur que la liste soutenait, pas une étiquette.
C'est également son action d'élu indépendant, fondateur de l'association The 3 Million pour défendre les Européens du Royaume-Uni face au Brexit, que j'ai soutenu. Leur liste a obtenu 4 élus. Les Républicains, avec 5 conseillers élus en Europe du Nord en 2014, ce sont eux qui ont disparu, remplacés par 5 LREM. En Europe du Nord, il y a 11 indépendants élus. S'ils s'allient, ils représentent la première force collective d'Europe du Nord. Et créer l'élan, car les indépendants pourraient être la première force à la prochaine Assemblée des Français de l'étranger, est important. Cette force des élus indépendants est d'être reconnus pour leur action. C'est à cela que je crois. Le Sénat se définit comme la maison des Français de l'étranger, mais le cœur du pouvoir législatif est tout de même toutefois à l'Assemblée nationale. Comment l'action des sénateurs se concrétise-t-elle? J'ai même envie d'ajouter comment l'action des sénateurs des Français de l'étranger se concrétise-t-elle? Alors, tout d'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire que le Sénat joue un rôle mineur dans l'édifice institutionnel, a fortiori depuis 2017. Chacun a pu reconnaître son C'était rôle pas dit comme fondamental. ça. Oui, mais c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. 60% des amendements du Sénat sont repris en commission mixte paritaire, donc c'est un Et fait. on l'a vu sur le pass sanitaire. Tout à fait. Les Français de l'étranger ont toute leur place au Sénat. Ma circonscription est le monde, et je ne peux pas travailler sans relais, celui des élus des Français de l'étranger. C'est la solidité de ce maillage qui fait la qualité du mandat. Je travaille en sénateur entrepreneur. Je fonctionne en mode projet avec les élus sur le terrain. Par exemple, la création d'écoles, comme à Bucarest, avec le soutien des 3 élus consulaires, la création d'une école à Bruxelles, à Podgorica. Je travaille au développement de collèges-lycées à Amsterdam, avec Hélène de Grise, ou à Oran, avec Ahmed Eni. J'ai travaillé à la création d'une alliance française à Siem Reap, au Cambodge. Je travaille à la création d'un chèque Flamme et éducation pour faciliter le développement du réseau Flamme. J'ai fait voter un amendement pour donner 1 million d'euros au réseau Flamme, qu'il ait son propre budget et qu'il puisse développer son organisation. Donc cet amendement d'1 million d'euros a été voté par le Sénat en novembre dernier. J'ai travaillé à la création d'une chambre de commerce française au Mozambique. J'ai travaillé à la reconnaissance des entrepreneurs français à l'étranger par l'aide publique au développement. J'ai fait voter dans la loi sur l'aide publique au développement en juillet dernier le fait qu'ils soient reconnus, les entrepreneurs français à l'étranger soient reconnus comme contributeurs du développement dans les pays où ils sont. Et ça, je l'ai fait suite au tremblement de terre en Équateur, suite à l'action de Tania Bricard, élu des Français d'Équateur, qui m'a fait venir 3 ans après le séisme pour rencontrer les entrepreneurs français d'Équateur qui avaient été victimes du séisme. Mais je travaille aussi à la reconnaissance des pays bilatérales des permis de conduire. C'est par exemple ce que j'ai fait au Qatar suite à mon déplacement. Grâce à l'élu de Rosiane, élu de Bahreïn-Qatar. Donc, cette reconnaissance des permis de conduire a été votée par le Sénat, tout comme la reconnaissance avec la Chine, qui vient de rentrer en œuvre au mois dernier. J'ai travaillé donc à un texte pour faciliter la mobilité entre la France et le Luxembourg, pour organiser le transport collectif entre la France et le Luxembourg pour les transfrontaliers. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec Bruno Terré, élu du Luxembourg. Mais on pourrait parler aussi de Catherine, en Andorre, où nous avons travaillé sur le texte de loi que j'ai fait voter aussi au Sénat pour, pour donner plus de sécurité à la route d'accès entre la France et Andorre. On parle de sécurité, mais j'ai travaillé à Madagascar, quand il y a eu des assassinats et des enlèvements d'entrepreneurs français à Madagascar. Je me suis rendu sur place avec l'ambassadrice, rencontrer le Premier ministre de Madagascar pour obtenir qu'un procureur soit nommé spécialement pour les attentats contre les Français à Madagascar. Ça a été fait. L'année d'après, je suis retourné 6 mois plus tard voir le Premier ministre pour le remercier, parce qu'avec l'aide des conseillers du commerce extérieur et de Jean-Hervé Fralin, nous avions ce soutien pour mettre la pression et obtenir le fait qu'il y ait une action pour sécuriser nos entrepreneurs français. Mais j'ai travaillé aussi à un texte de loi, faire évoluer la loi pour faciliter le rapatriement des enfants retirés au Royaume-Uni à la garde de leurs parents. C'est grâce à l'élu Marie-Claire Sparrow que j'ai fait ça. C'est rentré dans les textes.
Je travaille actuellement à créer un système alerte attentat. Je le fais avec Nadia Shahaya pour prévenir les Français établis dans un pays d'une menace imminente les concernant. On fait ça, c'est suite à l'attentat de Jeddah le 11 novembre dernier. Nadia Shahaya était dans le cimetière de Jeddah, là où il y avait la cérémonie de commémoration, et on a vu comment ont réagi les Américains par rapport à la France. C'est cela, ce sont des projets concrets sur lesquels on travaille. Mais je pourrais revenir aussi sur le rôle qui m'a été donné au Sénat, d'assurer, de travailler pour tout ce qui est cybersécurité, cyberdéfense. Je suis aussi administrateur à l'Institut français. Et pour moi, l'apprentissage de la langue française est fondamental. J'aimerais que la France se fixe pour objectif de garantir à ce que tous les enfants français nés à l'étranger puissent parler français. Je participe à 60 groupes d'amitié et je ne fais pas de réunion avec les ambassadeurs du pays sans avoir discuté avec les élus sur place pour savoir quelles sont leurs attentes, pour pouvoir amener des progrès pour les Français du pays concerné. Je suis intervenu au Congrès américain pour parler justement sur notre système de défense des entreprises françaises face, je dirais, aux menaces d'acquisition d'entreprises étrangères. J'étais très fier de dire là-bas qu'il fallait que nous nous unissions tous pour faire face donc, aux menaces liées à l'expansionnisme du Parti communiste chinois. Pardonnez-moi. Face au… donc j'étais… excusez-moi. Vous pouvez reprendre la phrase avant, il n'y a pas de souci, on fera une coupure. Oui, très bien. Donc je participe. J'étais très fier de participer à l'intervention au Congrès américain et de rappeler que nous devions tous faire face de façon unie au développement du Parti communiste chinois, son expansionnisme et aux menaces, donc pour faire face aux menaces sur la démocratie. Et enfin, j'ai eu comme rôle de travailler pour obtenir l'organisation des mondiaux des métiers à Lyon. J'ai fait partie, le comité d'organisation m'a demandé de les aider à promouvoir la candidature de Lyon 2023. Pour cette organisation, c'est l'équivalent des Jeux olympiques des métiers professionnels où les apprentis rivalisent dans le domaine de tous les métiers. On a gagné face au Japon. Ça a été certainement le plus beau jour de mon mandat quand à Kazan, Lyon a été désigné face au Japon. Et donc ce rôle, c'est un rôle concret. Sénateur entrepreneur, c'est parler n'est pas agir. On a besoin de résultats concrets. Voilà ce que je fais. Un mot sur la couleur de votre candidature, Olivier Cadic. Vous étiez un temps annoncé avec l'étiquette La République en marche. Vous faites finalement une liste indépendante. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous nous disiez, les indépendants gagnent par leur travail plutôt que par leur étiquette. C'est ce que vous nous avez dit il y a quelques minutes. Quel rôle pour ces élus non affiliés à un groupe? Qu'est-ce qui vous différencie des LR ou des LREM? Et qu'est-ce qui différencie plus globalement les indépendants des LR et des LREM? C'est cette indépendance, c'est cette capacité à pouvoir voter de façon très, très libre, sans consigne de groupe? Absolument. Au groupe Union centriste auquel j'appartiens, il y a des élus centristes proches d'Hervé Morin qui est toujours allié dans les élections avec les Républicains. Nous avons dans notre groupe des Modem qui sont dans la majorité présidentielle, et nous avons aussi des centristes indépendants de l'UDI. Hervé Marseille, le président du groupe Union centriste, est UDI, et donc qui ne se qualifie ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est ce groupe réunit différentes sensibilités. Il y a aussi des sans-étiquettes, et donc c'est ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de discipline de vote puisqu'on a des approches différentes. Et moi, je suis toujours libre et je réponds de mes votes et non pas de celui de la décision d'une étiquette. Vous avez dit un temps annoncé chez l'REM, écoutez, les annonces n'engagent que ceux qui les font. Moi, je n'ai pas souhaité négocier avec quelque formation politique que ce soit, et ça fait maintenant 2 ans que je suis engagé justement dans une candidature indépendante. Les conseillers indépendants que j'ai soutenus, ou que Olivia Richard a soutenu aussi de son côté, et ceux qui nous encouragent, qui encouragent notre liste aujourd'hui, n'auraient pas compris que je m'associe à une liste avec étiquette. Donc, je conduis une liste composée de personnalités diverses qui ont fait preuve d'un travail solide, qui ont démontré le succès de l'indépendance aux dernières consulaires.
ils ont tous fait entre 66, 75, 100% des sièges de leur circonscription. Ils ont tous, toutes et tous ont réalisé des scores remarquables. Et moi, je suis très fier qu'ils aient accepté de nous rejoindre sur la liste. La présence d'Olivia Richard en deuxième position marque le soutien de mon collègue Robert Del Picchia, dont elle a été la collaboratrice depuis 20 ans. Mon collègue, comme moi, lui, a toujours été élu en indépendant. Ses apports aux Français de l'étranger, à commencer par le vote par Internet, l'hebdo indépendant, ne sont pas à démontrer. Les talents d'Olivia sont très complémentaires des miens. Et je pense que nous formons une équipe solide. Pour terminer, Olivier Cadic, une question sur le contexte politique, sur la concurrence, si on pourrait le dire comme ça, si on pouvait le dire comme ça. Que pensez-vous du transfert de l'Assemblée nationale au Sénat de Samantha Cazebonne? Parce que c'est ancien ou nouveau monde politique, ça. Et puis, c'est une question double, puisque je vous interroge également sur l'arrivée de Ségolène Royal chez les expatriés. Est-ce que c'est une chance pour les expats avec plus de visibilité au niveau national, ou est-ce que elle n'a rien à faire là, comme on l'a déjà entendu dans la bouche de pas mal de politiques des expatriés qui n'ont fait aucun cadeau sur cette déclaration d'intérêt et de candidature pour les expats? Écoutez, pour ma part, je considère que je ne suis ni dans le nouveau monde, ni dans l'ancien. Je suis dans le monde réel. C'est la marque de l'indépendance. Et parce que vous êtes entrepreneur? Voilà. J'ai été entrepreneur, j'ai créé mon entreprise à l'âge de 20 ans et depuis maintenant près de 40 ans, j'ai toujours travaillé de façon indépendante. C'est quoi l'indépendance? C'est faire le choix du pragmatisme, du réalisme et non d'un idéalisme que l'on voudrait imposer aux autres. Et donc, pour revenir sur Samantha Cazebonne, c'est ancien ou nouveau monde, ce transfert de l'Assemblée au Sénat? C'est une façon de sauver sa peau? Alors, je vais finir avec ce que je crois être une qualité des élus indépendants. Ce qui les marque, c'est leur éthique. Et cette éthique, elle impose de s'abstenir de parler de ses compétiteurs. C'est aux électeurs d'arbitrer et de juger de leur légitimité. C'est effectivement une position centriste bien connue et on la respecte. Et en aucun cas une pirouette, hein, c'est vraiment. Donc, même réponse pour Ségolène Royal, pas de commentaire. Voilà, vous avez tout compris, voilà, c'est une éthique et vraiment je vous remercie de le comprendre parce que pour moi c'est important. Et voilà, donc il y a un principe aussi dans les affaires que j'ai, excusez-moi si je le dis en anglais, hein, never blame, never complain. Hein, ne blâme jamais les autres, ne te plains jamais. Voilà, mon rôle, c'est de présenter ce que nous cherchons à faire avec notre liste. C'est très important. Les élus de la liste libre et indépendant ont décidé de ne parler que de leur projet et assurément pas des autres. Ce n'est pas notre rôle d'arbitrer, c'est celui des grands électeurs. Et je suis, comme chaque grand électeur, j'aurai une voix et je serai dans l'isoloir et je me prononcerai. Et j'espère que beaucoup choisiront de voter pour notre liste libre et indépendante. Merci beaucoup. Merci Olivier Cadic. On se retrouve au soir de l'élection. Merci à vous.